Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. On va recevoir aujourd'hui, comme on a commencé hier, un nouveau maire. Je dis nouveau parce que ce sont les derniers élus et nous avons souhaité leur donner une fenêtre pour permettre de saluer leurs concitoyens et surtout la Guadeloupe d'une manière générale. Hier, c'était le maire de Petit-Bourg, nouvel élu lui aussi, encore plus récent que les autres puisqu'il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est Jules Otto. Bonjour, monsieur Otto. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct puisqu'on va parler de habitants de votre commune et saluer vos concitoyens et la Guadeloupe d'une manière générale. Ensuite, on va recevoir Céline Coutil. Elle est directrice et responsable pédagogique et formatrice certifiée. Elle est en train de mettre en place une formation pour des jeunes Guadeloupéens dans le domaine de l'anglais et c'est gratuit, donc profitons. Et elle nous expliquera tout à l'heure comment ça va se mettre en place. Et puis, nous allons terminer avec Armelle Vertino. C'est une Guadeloupéenne qui remporte régulièrement des prix au niveau du cinéma et elle vient de remporter une médaille d'or pour un documentaire qu'elle a fait sur la période de Covid. Elle sera avec nous dans un instant. Sinon, l'actualité, elle est toujours liée au pass vaccinal puisque micro-trottoir tout à l'heure. Que pensez-vous du pass vaccinal? Êtes-vous pour ou contre? Les Guadeloupéens dans la rue vont vous répondre. Formation des pêcheurs à l'aquaculture, c'est à Morne-à-l'eau et on en parlera tout à l'heure. C'était aussi l'enterrement ce matin du père de notre ami Dumurier, M. Paul Dumurier, le père effectivement de Patrick, mais aussi le père Dumurier qui est directeur de cabinet au conseil départemental. On fait un petit point sur cet enterrement. Son père a été socialiste et Jules Otto le connaissait sûrement. Et puis une interview de Maître Quartero sur le pass vaccinal en entreprise et en télétravail. Voilà donc un petit peu le sommaire. Juste un petit focus sur une journaliste qui est décédée hier. Je veux parler d'Elisabeth Arsène. Elle a été journaliste à CCN avec nous. Elle est passée aussi à Canal 10. Elle a travaillé à France Antilles et récemment aussi dans une autre chaîne de télévision. Depuis hier, nous avons appris avec surprise son décès à l'âge de 40 ans. Elisabeth Arsène, c'était une jeune femme dynamique et qui aimait le journalisme, effectivement, qui se donnait beaucoup pour ce métier. Depuis quelques années, elle s'était installée en Guadeloupe et d'origine martiniquaise. Nous tenions à lui envoyer à sa famille, à ses amis. Elle a beaucoup d'amis en Guadeloupe, des confrères, un petit mot de condoléances en disant que son séjour là-haut soit le mieux possible. Voilà. Jules Otto, merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes fait parmi ces nouveaux élus de la Guadeloupe. Il y en a à peu près une quinzaine qu'on va recevoir régulièrement. Après près de 18 mois, et sans compter le Covid, quelle est la situation? Comment vous voyez un petit peu la situation de votre commune avant même de parler de la Guadeloupe? Si vous le permettez, avant de répondre directement à la question des habitants, peut-être comme veut la tradition, présenter les vœux donc à la population des habitants et aussi du canton 21, Bouillante, Baïf et vieux habitants. Et plus généralement à la Guadeloupe, je voudrais, dans ces temps particuliers de crise sanitaire, crise sociale, une Guadeloupe chahutée, de souhaiter malgré tout une année d'espérance, de joie et de vie à la population des habitants. J'ai aussi une pensée particulière pour des familles qui ont perdu leurs proches pendant cette situation de crise où le deuil n'est pas toujours possible. On est en 2021, voire 2020, donc une pensée particulière et de dire aussi que le maire que je suis, le conseiller général que je suis aussi, sera à leur côté, pas simplement des fois sur le plan matériel, mais sur le plan de l'écoute, sur le plan de la présence, parce que dans ces moments-là, c'est souvent une présence qui est importante. Alors, c'est vrai que votre commune a été impactée aussi par le virus à un certain moment. Vous avez pris des mesures, on peut dire, assez particulières, et ça a même fait la une de l'actualité. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier? J'ai simplement été à l'écoute et puis quand on est un responsable politique, quand on est un responsable dans un territoire maire, le premier rôle d'un homme politique, c'est souvent, quand on est en situation de crise, c'est de crise sanitaire, c'est de chercher à protéger sa population. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir dans mon équipe un médecin, c'est Dr Hera, des infirmières libérales qui sont aussi dans mon équipe et autour de ces professionnels de santé, il y a aussi le Dr Gendry, Dr Le Caplin, Dr Bousquet et on a plus mis en place ce que j'appelle une stratégie, au-delà de parler d'une stratégie essentiellement vaccinale, c'est une stratégie sanitaire et de faire confiance au plus près de la population. Quelles sont les personnes qui connaissent le mieux leurs patients? Ce sont les médecins.
Donc moi, j'ai fait qu'écouter les médecins, je ne fais qu'écouter les professionnels de santé. Et à ce moment-là, donc le maire que je suis, on a mis en place une logistique. On a demandé au conseil départemental à l'époque, Mme Boel, le CRT, et puis à l'ARS, de mettre en place un centre de vaccination, un centre éphémère, et qui a bien fonctionné. Mais c'est surtout un travail, une stratégie, on va dire, du territoire, une stratégie basée sur des professionnels de santé qui connaissent bien leurs patients et qui sont les mieux placés pour leur expliquer bien s'il faut se vacciner ou pas se vacciner. Donc on a eu cette démarche-là avec les habitants, ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de pression sur les gens, non? Non, pas de pression. Les médecins connaissent leurs patients et puis ils savent très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger. Et moi, je ne veux pas entrer. Hein. Si on me demande mon approche métier en dehors de ma fonction politique, c'est l'agriculture. Si on me demande d'expliquer comment pousse un arbre, comment on plante, j'ai encore quelques connaissances, je peux en parler. Sur des questions qui sont liées à la médecine, je laisse ça à des professionnels. C'est leur boulot, c'est leur job. Bien entendu, je peux comprendre qu'on puisse avoir des doutes, un certain nombre de choses, mais on a toujours fonctionné comme ça dans la vie. Il y a des scientifiques qui sont là pour faire leur travail. Quand je prends l'avion, par exemple, on peut avoir des doutes. Mais il y a un ingénieur qui construit un avion. Si je me pose des questions permanentes sur leur efficacité, il y a dans une société des gens qui ont développé des compétences et qui par principe, moi, en tant que maire, je les fais confiance. Et en particulier dans cette situation actuelle, je fais confiance à la médecine, je fais confiance aux scientifiques qui font leur travail. Et puis les médecins qui sont sur les territoires connaissent mieux que moi le discours et le travail qu'il faut faire pour protéger la population. Alors, parlons un petit peu de vieux habitants. Vous avez pris la succession d'un maire qui est resté quand même au moins 2 mandatures. Dans quel état vous avez trouvé la commune? Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez progressivement au redressement? Juste une petite rectification. Le maire est resté une mandature. Ah non, il est revenu, mais il est resté une mandature. Il a fait quand même au moins 2 mandatures. Oui, 2 mandatures, mais avec pas successives. Avec des coupures. Et d'ailleurs, c'est un des sujets, je pense, de vieux habitants, c'est trop souvent, on a des mecs qui sont restés qu'une mandature et qui s'engageaient peut-être pas suffisamment pour la collectivité. Depuis ma campagne, j'ai été clair là-dessus. Je me suis engagé pour vieux habitants, pour être disponible pour... Au moins 3 mandatures, c'est ça? Non, je ne dis pas 3 mandatures. Je dis déjà au moins sur la mandature actuelle, oui. C'est de m'engager, de ne pas courir de toutes les élections. J'ai trouvé qu'avec le mandat de conseiller départemental, c'est une complémentarité avec ce qu'on a fait en tant que maire, notamment sur l'action sociale. Donc j'ai été au conseil départemental, donc j'ai été élu, mais ça me suffit amplement, la mission de conseiller départemental et de maire. Et je me suis engagé à être à l'écoute, à être disponible pour les habitants à ce niveau-là. Alors, sur la situation actuelle de la commune, on est dans une commune, effectivement, mais je savais, j'étais dans l'opposition, je ne vais pas aller venir, prendre mon temps, aller faire de l'audit, aller critiquer l'ancien maire. Il a fait ce qu'il pouvait faire au moment où il était en responsabilité. Je n'étais pas d'accord avec lui, j'étais dans l'opposition, j'ai eu à m'exprimer là-dessus. Maintenant, je savais précisément dans quelles conditions j'allais prendre la commune de vieux habitants, avec un déficit. Le déficit, il est là. Le budget de vieux habitants, c'est arrêté par la préfecture. C'est la CRC qui donne un avis depuis que je suis là, 2020, 2021. 2021, la CRC a donné un avis pour augmenter les impôts encore une fois, en lien avec la préfecture et avec les services administratifs, que je remercie, et avec des élus aussi de la commission financière. On a travaillé d'arrache-pied pour présenter, parce qu'on a signé une convention avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui montre qu'on a une trajectoire pour sortir du déficit. Et la CRC ne tenait pas en compte. Donc avec la préfecture, on a pu tenir en compte, on a montré qu'on va vers de nouvelles recettes, notamment inscrites dans le cadre de la transition écologique, et qui fait qu'aujourd'hui, au mois de décembre, le préfet nous a écrit à la commune pour nous dire qu'il n'y a pas eu suivi de l'avis de la CRC et qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts au niveau de la commune de vieux habitants pour 2021. C'est un combat qui n'était pas facile, c'est un combat administratif, mais c'est un combat, il faut être vigilant, il faut qu'il y ait un bon travail avec l'AFD, avec l'administration et avec aussi les élus qui sont en charge de la commission financière. Ça veut dire qu'au niveau des projets, pour l'instant, vous avez les mains un peu liées? Non, malgré tout, et d'ailleurs c'est sûr que j'ai mis devant aussi avec les services de la préfecture,
secteur. C'est-à-dire que je n'ai pas été élu pour venir augmenter les impôts à vieux habitants. Il y a une situation déficitaire, on l'inscrit pour s'en sortir dans le temps. En même temps aussi, il y a des projets qu'on a présentés, il y a une population ambitieuse, il faut créer de l'attractivité sur le territoire. Il n'y a pas simplement que des moyens budgétaires, bien entendu, pour les projets, notamment sur le littoral, sur l'accompagnement des acteurs économiques. Il faut des moyens, il faut créer un environnement économique positif pour que les acteurs économiques puissent se développer, mais il y a aussi de l'innovation, il y a aussi de l'investissement personnel, il y a aussi l'implication des élus et de l'administration. On a quand même à vieux habitants autour de 140-150 fonctionnaires titulaires. Et justement, une des remarques de la CRC, c'est de baisser la masse salariale. Mais je dis, bon, on peut tenir, mais il faut aussi demander en même temps, en contrepartie, que ces agents-là qui sont payés par les contribuables s'investissent pour la collectivité. C'est déjà le cas, mais je leur demande d'aller encore plus loin. L'environnement à vieux habitants, on le voit à vieux habitants que ça s'améliore. Maintenant, on peut toujours faire mieux, il faut aller encore plus loin. Et j'attends de ces fonctionnaires-là qui sont payés par les contribuables, qui s'impliquent encore plus. Il y a ceux qui le font déjà très bien et il y a d'autres qui doivent aller encore plus loin dans le travail qu'on a fait collectivement et ensemble pour les habitants. Quel est l'axe de développement que vous prévoyez pour votre commune? Tourisme ou agriculture ou pêche? Vous avez au moins la mer, mais justement, les habitants, c'est entre mer, vallée et les rivières. Donc il y a toute une dimension patrimonial qu'il faut prendre en compte, donc la partie culturelle, on a fait quelque chose pour... Il faut inscrire les habitants dans cette dimension culturelle et de faire autour de cette dynamique culturelle et patrimoniale une attractivité et faire en sorte que, effectivement, au niveau touristique, mais quand on dit tourisme, c'est pas simplement du tourisme qui vient de la métropole, qui vient de l'Europe, c'est aussi nos touristes locaux, c'est aussi les Abyssois, c'est aussi les Guadeloupéens, donc de faire en sorte qu'à vieux habitants, et l'idée que j'ai, c'est en dehors de Nouvelle-Cacado qu'il faut... dès qu'on aura des situations sanitaires plus favorables, on travaille là-dessus, sur la question de la transmission, mais peut-être aussi, certainement, on travaille déjà avec la commission culturelle, j'ai la chance d'avoir aussi pour le moment un appui, on va dire, citoyen que tout le monde connaît, Alex Nabis, pour créer un deuxième événement sur vieux habitants, autour peut-être des voix féminines par rapport à ce que Médé nous a apporté. Je pense que là, il y a un travail particulier à faire. Donc on voit bien que la culture et la question touristique sont fortement liées, mais on n'oublie pas que les vieux habitants étaient et doivent redevenir le grenier de l'agriculture. Je travaille aujourd'hui avec l'association Assofri, avec d'autres agriculteurs pour redynamiser le secteur agricole. Il y a peut-être des biais et des moyens un peu différents à faire. Il faut peut-être passer par le biais de l'insertion, avec Vette Vallée, avec Assofri, avec d'autres acteurs. On y travaille. On y est, c'est pas aussi vite qu'on le souhaitait, parce que la crise sanitaire fait que on a 3 mois, les choses vont bien, et puis 3 mois après, il faut rester en confinement. C'est pas toujours simple, mais on avance quand même. Et puis, du côté du littoral, vieux habitants, on a le littoral que je commence à connaître bien, ce que j'appelle les bandes urbanisées, entre à la Vouta-Marigot, Plaïsimao, à Rocroi, à Val-de-Loge, avec l'agence de 50 pas. Il manque quand même un hôtel également, à Vieux-Habitants, pardon. Justement, avec Rocroi, il y avait là l'hôtel de Rocroi qui était là. Oui. On est en train de discuter parce que la situation est en train d'être régularisée avec le propriétaire qui était là, de cet hôtel-là. Il s'agit pour nous maintenant d'entrer en discussion, en dialogue avec ce propriétaire pour savoir quel est son projet, comment on peut l'accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire. On est dans cette phase-là, mais il fallait, dans un premier temps, sur ces bandes du littoral urbanisé, régulariser, clarifier la situation, rentrer dans ce qu'on appelle des autorisations d'occupation temporaire. Ce n'était pas le cas, donc avec l'ADL, avec les services de l'État, avec l'agence des 50 pas, voire des fois avec la DRFIP, c'est de mettre en place une situation beaucoup plus claire, beaucoup plus transparente, pour permettre justement que sur ces bandes de littoral, sur Marigot, dans le Bourg, sur Val-de-Loge, sur Rocroi, qu'on arrive à avoir de l'activité et fixer des jeunes sur ce territoire-là. Parce qu'on a vu la dernière crise qu'on a traversée, enfin, on est toujours là-dedans, la crise sociale, il y a eu sur vieux habitants, ce que les jeunes ont appelé leur république, république des habitants. Oui. Donc, mon travail, c'est pas fini. Oui. C'est d'aller en contact avec ces jeunes-là pour essayer de trouver des solutions. C'est pas toujours simple, mais j'ai été à leur rencontre sous les barrages, j'ai été bousculé, pas apprécié peut-être quand ça s'est passé, mais bon, avec le recul, à la limite, c'est une belle opportunité de se re-questionner, de se réinventer, de dire par rapport à la situation, c'est que ce qu'on propose
apparemment n'est pas suffisant. Est-ce qu'on est suffisamment à l'écoute? Voilà, pour moi, c'est une belle opportunité, ce qui s'est passé. Il y a effectivement, on peut ne pas être d'accord sur la forme, mais quand des jeunes vont sur des barrages et puis manifestent, alors des fois on peut dire que c'est des formes de violence, mais quelque part ce que je retiens moi, quand un jeune fait ça, c'est qu'il y a quelque part une forme de souffrance. Et cette souffrance-là, en tant que responsable politique, il faut chercher des voies et des moyens pour l'entendre dans un premier temps, et puis après, comment avec eux construire ensemble des solutions, mais pas sans eux. Alors c'est peut-être là où j'ai quelques difficultés avec eux, c'est OK, et on est en phase sur ça, ils ne peuvent pas dire que je n'ai pas été les rencontrer pour discuter avec eux, je les ai entendus. Après maintenant, il faut qu'on rentre dans une phase maintenant de construction et de qu'est-ce qu'on peut faire sur les territoires, comment on met sur Vieux Habitants un certain nombre de chantiers en place, pas simplement pour revenir sur des chantiers d'insertion qu'après 2 ans, non, c'est des vrais chantiers d'insertion pour leur donner une chance, les mettre les pieds à l'étrier, c'est peut-être pour certains les resocialiser, pour d'autres les inscrire dans des parcours d'insertion, mais après c'est pas la mairie, c'est pas la collectivité qui pourra embaucher tout le monde. Ici ou là, en fonction des besoins, je ferai des gestes, mais c'est plus une dynamique territoriale qu'il faut trouver avec les acteurs économiques. J'ai rencontré les acteurs économiques, pas tout le monde, mais un noyau pour commencer à discuter, pour voir quelles sont les possibilités. Ils m'ont donné quelques pistes, mais c'est peut-être deux mondes qui s'ignorent, c'est peut-être nous-mêmes aussi, au niveau de la collectivité, connaître précisément la sociologie, le profil des acteurs économiques, des entreprises qu'on a sur le territoire, sur les Vieux Habitants, et plus largement. Et puis de l'autre côté aussi, aller plus à l'encontre des jeunes. On a des chiffres de Pôle emploi, on a des chiffres de la mission locale. Mais peut-être qu'à travers les données, quand on met ça dans des bases, ça reste trop technique. Il faut aller à la rencontre de ces jeunes-là pour entendre, au-delà de la situation qui sont demandeurs d'emploi, d'entendre leurs souffrances, d'entendre peut-être des choses que leur code aussi, il y a peut-être des codes de valeur que pour moi, des choses qui étaient importantes ne sont plus, on n'a pas les mêmes repères. Donc il y a un problème, on va dire, générationnel, mais ça ne peut se résoudre qu'à travers de l'écoute. Et donc ce que j'ai prévu sur le mois de janvier, c'est de les rencontrer par secteur, par atelier, et proposer des choses. Qu'est-ce que nous on peut faire au niveau de la collectivité, au niveau du territoire, avec les acteurs économiques, avec les citoyens, mais qu'est-ce qu'aussi, dans ce qu'ils vont solliciter, me demander ou m'exiger, comment le département, comment la région, comment l'État peuvent aussi nous accompagner. Parce que j'ai vu en pleine crise, l'une de vos conseillères a sorti un document sur son engagement sur la jeunesse. Est-ce que vous allez dans le même sens? Je vais parler de Mme Limon. Mais moi, je suis là actuellement, mes engagements, c'est dans le faire. C'est pas de la littérature, de la poésie, mes engagements pour la jeunesse, non. Mes engagements pour la jeunesse, c'est du concret. C'est aujourd'hui, un Vieux Habitant, malgré la difficulté de la collectivité, je suis une commune où j'ai fini l'année avec 8 contrats d'apprentissage. Ce sont des jeunes de Vieux Habitants qui veulent faire un BTS, qui veulent faire un bac pro, qui veulent faire une licence, qui veulent faire un master. Eh bien, j'ai trouvé leur projet intéressant. Malgré les difficultés financières, je les garde, je les prends en contrat d'apprentissage. Les contrats civiques, je ne fais pas de communication comme tout le monde. Les 24 contrats civiques, avec l'accompagnement de la région et de l'État, sont déjà opérationnels à Vieux Habitants depuis le mois d'octobre. Et ce que je fais un peu, c'est que depuis que je suis arrivé, j'ai trouvé une première vague que l'ancien maire Aramis Sarbo avait recruté. J'ai pris le temps de les écouter. Ils terminaient leur session avec moi, les 9 mois. Eh bien, j'ai apprécié le travail qu'a fait les agents territoriaux qui les accompagnaient, qui étaient leurs tuteurs, et pour voir comment les accompagner pour aller plus loin. Les 24 que j'ai pris l'an dernier, c'est la même chose. Des bilans d'étape et des bilans en fin de formation pour voir comment les accompagner. Les 24 qu'on a recrutés fin octobre, début novembre, on les a reçus en présence de la DGSCS et de la région pour discuter avec eux, on les a positionnés dans le périscolaire, dans l'environnement, dans la transition écologique, et comment aussi les accompagner. Je vais les rencontrer au mois de janvier. Et puis aussi des contrats aidés. J'ai des PEC au niveau de la collectivité, et je travaille en lien avec les associations Assof, Rivet Vallée et d'autres associations pour positionner. Depuis que je suis arrivé, avec nos difficultés financières, on a embauché une jeune, une médiatrice de rue, qui ne fait que ça, rencontrer des jeunes, pour les positionner, leur proposer. On a signé des conventions avec Pôle emploi, avec la mission d'insertion. Donc, je ne suis pas dans un discours, je suis
en responsabilité et je suis d'accompagner avec les moyens que j'ai au mieux les jeunes abyssois. Maintenant, je reconnais qu'il faut aller encore plus loin et je me suis engagé à le faire au mois de janvier avec eux, de les rencontrer pour ceux, parce que quand on parle de jeunesse, là aussi il faudrait aussi qu'on soit plus précis. Sur 7300, 7500 habitants, vieux habitants haïtiens, on a à peu près 1000-1200 jeunes. Ouais. Il y a plus de la moitié, ils n'ont pas besoin de nous. Peut-être qu'ils ont besoin de nous, mais ils sont brillants. On a des abyssois, on a des jeunes, comme en Guadeloupe, qui sont talentueux, qui sont brillants, qui font des études, et qui sont des médecins ou autre chose. Bon, ceux-là, ils traversent. Et puis il y a d'autres qui viennent de conditions modestes, mais qui ont aussi une posture, qui veulent s'en sortir, et qui travaillent. Et puis après, il y a ceux qui ont décroché pour des raisons diverses. Peut-être ils sont 150, 200. Il faut prendre le temps, ces 150-là, ces 200-là, de mettre toute notre énergie là-dessus. Donc j'ai demandé, par exemple, à mes conseillers municipaux, les adjoints et les conseillers municipaux, eh bien, chacun on puisse s'engager sur 2022. Chacun se dit, je suis le parrain, je suis le tuteur de 1 ou de 2 jeunes. Et on fait le bilan à la fin de l'année. Voilà, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, mais c'est une souffrance qui est là. On les voit devant les places publiques, on les voit dans des lieux à Marigot, à Giry, à Cousinière. Il faut les entendre, il faut les écouter, il faut aller vers eux, il faut dialoguer avec eux, il faut entendre leurs souffrances. Parce qu'un jeune qui vient devant une place publique tous les matins, c'est une manière pour nous dire qu'ils ont un problème et qu'il y a une souffrance quelque part. Vous songez moins. Alors, un plan technique, simplement. Hier, je recevais ici le maire de Petit-Bourg. Sa commune est totalement fibrée au niveau numérique. Est-ce que vos habitants sont dans cette dynamique, puisque vous savez maintenant avec le télétravail, avec la pandémie, de plus en plus on a besoin d'être entre guillemets connectés? Ah mais vous me donnez l'occasion là d'interpeller le président de région. Je sais qu'il a la volonté, mais il faut vraiment que sur vieux habitants, il y a encore vieux habitants des zones blanches. Des zones blanches. Et beaucoup à Bouillante. Et juste profiter pour dire que vieux habitants, Bouillante, Baïf, la Côte-sous-le-Vent, on n'est pas toujours d'accord. J'ai été aux élections départementales contre le maire de Bouillante, mais je pense qu'on a des éléments qu'aujourd'hui on doit mettre ensemble parce qu'on a les mêmes caractéristiques, on a les mêmes difficultés. Et dans les ateliers qu'on a vécu ensemble, Thierry dira la même chose que moi, ou Camille Elisabeth, ou Marie-Vivre Château, on a une vraie situation, notamment pour nos jeunes, sur la question de la mobilité, sur la question du transport, sur la question des caractéristiques socio-économiques de la Côte-sous-le-Vent, qui demandent d'avoir une intelligence politique pour traverser ce moment difficile. Et j'en appelle au maire de Bouillante, de Pointe-Noire, de Baïf, qu'on puisse travailler encore plus ensemble. On le fait déjà, mais d'aller encore plus loin dans le travail qu'on a à faire en Côte-sous-le-Vent. Et puis, sur ces questions-là aussi, moi, j'avais bien retenu que le président de région, depuis 2015, s'est engagé fortement à avoir un regard particulier sur les territoires défavorisés. Oui. La Côte-sous-le-Vent en fait partie, donc j'en appelle au président de région, au président du conseil départemental, d'avoir son regard particulier sur ces territoires-là, Bouillante, vieux habitants, Pointe-Noire et Baïf, et de nous accompagner particulièrement sur les difficultés qu'on rencontre. Jules, on va parler un petit peu politique, parce que vous êtes un politique. Des nouvelles du GPS, premièrement. Le GPS, c'est un groupe classique, on va dire, qui s'est constitué après les élections départementales, avec donc 16 conseillers départementaux. Non, mais on y travaille. Il y a des moments, il faut prendre le temps de la réflexion, il faut prendre le temps de se connaître. Dans ce groupe, il y a beaucoup de jeunes. Je vais parler de Patrice Pierre-Justin, je vais parler de Jorab Catherine, je vais parler de Jimmy Fosta. Voilà, donc ce sont des jeunes qui viennent d'arriver, des jeunes qui ont la volonté, qui ont du talent, et qui sont accompagnés par 4 maires qui sont de ce groupe. C'est moi-même, c'est Élie Califère, c'est José Sapoti, 5 maires, et Marie-Vivre Château et Christian Baptiste. Et les autres, on est à 16, on travaille. Jocelyn Mais à côté du PS ou bien avec le PS? C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous êtes toujours membre du PS militant ou vous travaillez à côté? Si vous me parlez, parce que dans ce groupe de GPS, il n'y a pas que des socialistes. Oui, je sais bien. Moi, ma position est claire. Ma fidélité au socialisme reste intacte et il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Le nouveau secrétaire est dans votre ligne de... Oui, Olivier Nicolas, on partage. Quand Olivier fait des interventions, souvent, il me demande mon avis
dit avant, des fois il le fait parce qu'il a cette liberté-là et cette autonomie, mais souvent quand il estime qu'il doit m'en parler, il m'en parle, et moi, on n'a aucun sujet là-dessus, non. Mon attachement à la Fédération socialiste, au Parti socialiste, je ne suis pas en politique parce que le parti, peut-être ici ou là, connaît des difficultés au niveau national. Moi, j'ai des valeurs, mes valeurs, mon engagement politique a toujours été autour du socialisme, avec mon esprit d'ouverture, avec ma manière d'être, mais je reste attaché au socialisme et à la Fédération socialiste. Donc il n'y a pas de débat avec Olivier, avec mes camarades et mes amis socialistes. Mais quand même avec Mme Bourrel, il y a eu un petit souci là. Ça c'est Madame Bourrel, c'est pas votre chef de parti au pays Guadeloupe, c'est elle qui portait la banderole. Madame Bourrel a porté la liste pays Guadeloupe. Oui. C'est de l'histoire, c'est réglé. Il fallait la jeter comme ça? Non, je n'ai pas dit qu'il fallait la jeter comme ça. Cette histoire-là, je ne crois pas que ce soit un débat qui intéresse les Guadeloupéens. Mme Bourrel a pris. C'est président de région, président du conseil général, c'est quand même une personnalité guadeloupéenne quand même. Elle a pris des décisions qu'elle assume aujourd'hui. Elle a conduit la liste pays Guadeloupe aux dernières élections régionales. Elle a présider le conseil départemental, tout le monde connaît et approuve le travail qu'elle a eu à faire en tant que présidente du conseil départemental. Après maintenant, je pense que l'histoire politique est faite comme ça. Elle a pris ses décisions, elle a pris des orientations. Il y a eu des moments d'incompréhension, on va dire, avec les camarades qui étaient sur la liste. Oui. Aujourd'hui, moi, on a refait le conseil fédéral, il y a un premier secrétaire fédéral et je reste moi attaché à mon parti, aux valeurs socialistes. Il n'y a pas besoin, parce qu'on a des difficultés, il n'y a pas besoin aussi que nos problèmes internes, qu'on a besoin de l'exposer en permanence au niveau des médias. Il y a lieu de se rencontrer, de discuter, de débattre. J'ai toujours fait comme ça. Oui. Donc je ne vais pas changer. Et donc les choses sont claires pour moi dans mes engagements avec mon parti. Alors sur un dernier mot, avant-dernier mot, sur la crise actuelle, on a un sentiment que rien n'avance réellement, puisque ce matin il y avait une conférence de presse du collectif, visiblement peut-être même un vis-à-vis ou encore des barrages. Qu'est-ce que vous dites aux Guadeloupéens par rapport à la situation actuelle? Moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y a des élus locaux, il y a des partenaires sociaux, il y a des forces vives du pays. Il y a l'État aussi. Il y a l'État. Oui. Mais je pense qu'il y a, quand le mouvement a commencé, il y a ce regard. Moi, j'ai beaucoup de respect pour... je peux ne pas être d'accord avec ce que fait les partenaires sociaux, le collectif. Oui. Mais à aucun moment, vous n'entendez que je mette en cause... dans le fond, on peut avoir des différences, mais ce qu'ils font, et ils sont en responsabilité. Et ils ont trop cherché, je trouve, dans leur communication, à mépriser les élus. Chaque fois, on est des élus locaux, on est comme eux. Donc on est en responsabilité, on est légitime. On a été il n'y a pas si longtemps aux élections. Oui. Et donc on a été choisi par la population. Donc notre légitimité, pourquoi en permanence quand ils ouvrent la bouche, c'est de remettre en cause la légitimité des élus. Et parmi eux-mêmes, il y a certains qui ont été aux élections, dernièrement départementales ou régionales. Ce qui disaient n'a pas l'adhésion du peuple. Mais ceci étant dit, je pense qu'on est condamné à se mettre autour d'une table, à s'entendre, à trouver les voies et moyens. Et le travail que je fais avec l'association des maires autour de José Zapoti, du maire de Vieux-Fort. Il n'est plus à l'association. Oui, mais bon, je sais, mais il y a une continuité, c'est une instance qui va. Donc avec les maires, on est pour qu'il y ait ce dialogue-là. On est pour qu'on puisse s'en sortir, c'est notre volonté. On a commencé chacun sur notre territoire, c'est cette consigne-là qu'on s'est donnée entre nous. Il y a la région d'un côté, il y a le département, mais les maires aussi sur leur territoire ont commencé un travail au plus près, ce que je vous ai dit tout à l'heure là par rapport aux jeunes. On fait ce travail-là. Donc après, il y a peut-être un certain nombre d'éléments que le collectif nous pose. Il y a des préambules. On a du mal à accepter. Par contre, si d'autres points, je pense que les élus locaux, la région, le département et les maires ont déjà dit leur position sur un certain nombre de points qui relèvent de leur responsabilité. Ils peuvent les entendre et se mettre autour d'une table pour arrêter, pour dire OK, on y va sur ces points-là. Sur les points qui ne relèvent pas des élus locaux, notamment la question de l'obligation vaccinale, ça relève de l'État, donc d'en discuter. En tout cas, nous, on a cette volonté pour que les choses puissent s'améliorer et pour qu'on puisse s'en sortir.
Jules Otto, c'est dernière, c'est même pas une question, puisqu'il reste 2 minutes. Vos vœux pour votre population et pour le peuple guadeloupéen, puisque c'est aussi le sens de cette intervention que je propose à certains maires. Comme je l'ai précisé, c'est des vœux malgré cette situation de crise sanitaire et de crise sociale. C'est de voir l'avenir et c'est d'avoir une année, de souhaiter une année d'espérance, de joie et de vie à la population abissoise, mais aussi plus largement à la Guadeloupe. Et que moi, je reste positif, je reste un optimiste et de dire que il faut faire d'une crise une opportunité pour se réinventer, pour penser différemment. Mais on ne doit pas rester éternellement dans la crise, on doit trouver les voies et moyens pour s'en sortir et qu'il y a certainement à respecter, hein, ce que je demande aux Guadeloupéens, c'est d'être dans l'apaisement, d'être dans la bienveillance et aussi à respecter, nous respecter entre nous, les élus, les instances, les symboles de la démocratie. Briser la région n'est pas pour moi un acte d'apaisement et de bienveillance. On doit être dans une démarche beaucoup plus d'apaisement et de bienveillance pour 2022 et je reste persuadé que l'année 2022 sera une année d'espérance et de joie et de vie. Merci pour ces vœux, merci pour votre présence. Il est 13h03, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec Céline Coutil, mais aussi avec le développement des titres du journal. Je vous rappelle qu'on va parler du pass vaccinal et le micro-trottoir, de la formation des pêcheurs à l'agriculture à Morne-à-l'eau et on parlera aussi de l'enterrement du père de Daniel Dumurier. Je parle de M. Paul Dumurier, ancien socialiste à 88 ans qui a disparu et qui a été porté en terre ce matin. A tout de suite, restez avec nous. Voilà, il est 13h09, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant Céline Courtil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice responsable pédagogique et formatrice certifiée de Next Level. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est Next Level? Next Level, c'est un organisme de formation spécialisé dans les langues étrangères, anglais, espagnol, et nous travaillons essentiellement avec les adultes. Bien, on va revenir tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire un petit tour dans la rue. Je sais qu'il y a une mobilisation en ce moment à Rico après la conférence de presse de ce matin du collectif. On a demandé aux Guadeloupéens, Maxime Morel et Olivier, ce qui se passait, ce qu'ils pensaient justement du pass vaccinal micro-trottoir. Pour ou contre, on regarde la réponse. Des milliers et des milliers de gens se font vacciner pour éviter qu'ils puissent avoir un peu moins de morts. S'il y en a qui l'ont compris, tant mieux. S'il y en a qui n'ont pas compris, ça c'est leur problème. Je suis pour. Passe vaccinal, monsieur, oui, madame. Mais nous ne serons plus en liberté à ce moment-là. Vous savez, nous sommes dans une situation très difficile et effectivement, bon, les avis divergent. Le pass vaccinal, enfin, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais simplement, bon, je pense que ça va beaucoup, comment dirais-je, impacter les commerces, parce que bon, il faut l'avoir à tout prix. Et voilà quoi, c'est ça le problème. Quel est mon avis? Oui. Mon avis, personnellement, je suis pour. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à une situation mondiale, pas une situation locale. Pour essayer de sortir de cette situation, je pense que, parce que moi-même je suis vaccinée. Donc le pass vaccinal, il faudrait qu'on y arrive. Pas plus d'avis que ça, moi c'est catégoriquement non. Pas d'accord, du tout. Alors, c'est pas possible que la Guadeloupe échappe par rapport au monde entier à la situation. Il ne faut pas rêver. Au moment, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faudrait qu'on y arrive. Nous sommes dans un pays de liberté et de droit. Les gens ont le droit de refuser, mais je pense qu'il en faut. Il faut mettre ça en place. Une fois qu'elle sera instaurée, on verra comment ça se passe, mais je n'ai pas d'avis plus précis sur la question, malheureusement. J'espère qu'on aura des députés et des sénateurs qui seront éclairés pour ne pas faire valider ce truc-là. Je ne veux pas faire de polémique, mais pour moi, c'est un frein à la liberté. Et je pense que le Sénat même a compris ça et que ils sont en train de revoir les choses. Donc je pense que ce serait bien de trouver d'autres méthodes. Ce n'est pas la seule solution, il faudrait avoir d'autres méthodes qui seraient beaucoup plus intéressantes pour la population.
Alors, au cas où vous ne le saurez pas, hier soir, à l'Assemblée nationale française, hier dans la journée, il y avait un débat sur l'instauration du pass vaccinal, puisqu'on avait le pass sanitaire, c'est-à-dire que vous aviez un petit document que vous pouviez avoir sur votre portable après avoir fait un PCR. Et là, sur cette question, hier soir, il y a une rupture, même au sein de la majorité de Macron, c'est-à-dire que les députés de Macron même n'étaient pas tout à fait d'accord sur l'installation de ce pass vaccinal. Résultat du coup, il y a une suspension. Et au moment où je vous parle, les débats vont peut-être reprendre dans les heures qui viennent, puisqu'il y a une réunion avec l'ensemble des chefs de parti au sein de l'Assemblée nationale française. Et donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup d'opposition. Il y a eu d'abord des amendements, près de 700 amendements. Et on a entendu le député Max Mathiasin, qui est intervenu sur des médias ce matin, mais on a entendu aussi au sein de l'Assemblée nationale française, disant qu'il avait voté avec d'autres parlementaires guadeloupéens un amendement demandant un frein à ce pass vaccinal. Alors la question qui se pose, c'est un frein, mais pour combien de temps? Parce que finalement, si le pass vaccinal est voté au sein de l'Assemblée nationale française, plus du Sénat en France, ça veut dire qu'il va être appliqué ici, que ce soit déporté pour quelque temps, reporté pour quelques semaines, mais de toute façon, il risque d'être appliqué ici. Et on sait très bien que moins de 40% des Guadeloupéens sont vaccinés. Ça veut dire que vous ne pouvez plus aller ni au cinéma, ni au match, ni en boîte de nuit, ni pour côté, ni au restaurant. Et vous allez être impacté très sérieusement par ce pass vaccinal qui se met en France. Alors, autre chose quand même, c'est qu'il y a en ce moment le virus Micron, comme on appelle, qui circule en France et qui commence à circuler en Guadeloupe. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que les Guadeloupéens continuent à faire attention, respecter ce qu'on appelle les gestes barrières, porter les masques là aussi nécessaires, de manière à ce que le virus ne circule pas davantage. Parce que ce qui va se passer, c'est que dimanche dernier, Téni Massanari là, Téni défilant là, mais si qu'on a continué à avancer en nous, pays ni défilé, ni rien encore, ce sera le reconfinement et ça, personne ne le souhaite. En tout cas, nous aurons l'occasion d'y revenir. Formation des pêcheurs à l'aquaculture, c'est à Morne-à-l'eau et donc nos reporters se sont rendus sur place. Reportage, on regarde. Nous nous étions réunis, les associations de marins-pêcheurs, en 2018-2019 autour de l'aquaculture, puisque si vous regardez un petit peu la baie de Vieux-Bourg, tout le littoral, et nous avons au large Port-Louis et les autres villes environnantes, donc c'est un privilège qui nous est offert et nous aurions voulu, profiter ou s'approprier ou se réapproprier de la filière mer. Et c'est ainsi que nous avons dit, ce sera la deuxième édition, d'aborder la notion de l'aquaculture. L'aquaculture qui n'est qu'une façon d'élever, ça peut être des animaux ou des végétaux, dans l'eau douce ou dans l'eau de mer. C'est un métier comme tout métier, hein, parce que nous gens l'en met là. Lorsque moi, on a dit, l'aquaculture, c'est un métier qui capote nous et qui apprend nous aussi travailler d'une manière en équipe aussi. Hein. C'est très important, ça, travailler en équipe, qu'on a dit, fait nous commencer en genre rapprocher nous pour nous travailler en réseau. Et sans réseau, nous pas rien. Bon, c'est un bon bitin. Des fois, quand on en met, on peut retourner, on peut apprendre comment ça fait. Là, si vous mettez dans ça, là, si vous donnez la quantité qu'il faut, c'est toi qui prélèves ce que tu as besoin. Voilà. Et quand tu vas en mer, c'est ce que Dieu te donne, tu as ce que Dieu te donne dans ton fido, dans ton casier. C'est pas pareil. Et là, c'est toi qui prélèves la quantité que tu veux, tu commandes comme tu veux. C'est plus. On a un rendement, je crois, mieux que. Je ne sais pas encore comment ça se passe, mais je crois qu'il faut faire équipe entre marins pour voir comment on avance, comment il faut
trouver un système pour avoir une bonne vie avec notre métier. C'est un super projet, c'est un projet qui n'a pas daté aujourd'hui, c'est un projet qui a daté très longtemps, mais nous avons trouvé l'opportunité pour nous faire des réunions pour permettre de mettre ça en place. Quoi. Et c'est ça qui a rapporté beaucoup au niveau de pêche à Vieux-Bourg et Vieux-Bourg aussi. Quoi. Reportage Charlie Dagonia. Juste un petit mot pour notre consoeur qui a disparu. Je veux parler d'Elisabeth Arsène que nous connaissions bien puisqu'elle a travaillé ici même à Canal 10, elle a travaillé à Caraïbes Creole News, elle a travaillé à ATV et aussi à France Antilles, aussi au journal Alizé et aux médias Alizé. Et on a su hier, on a appris avec stupéfaction et avec une grande tristesse la disparition d'Elisabeth. Elisabeth qui avait 40 ans. Au moment où je vous parle, nous ne savons pas les causes de ce décès subit, puisque la semaine dernière encore, elle était en activité. Certains de nos confrères l'ont rencontrée à Jarry même à l'occasion de Joie Tradition. Elisabeth était quelqu'un de très actif, de très convivial d'ailleurs. Vous voyez le sourire qu'elle avait et sincèrement on ne s'attendait pas à cette disparition brutale. On a trouvé dans son appartement au Gosier décédé. Et donc, semble-t-il, il y aura une autopsie qui pourra donner plus de précision sur ce décès subit. On salue donc sa mémoire et on ne t'oubliera pas, Elisabeth, puisque autant le monde a porté bon manœuvre et journalistiquement, c'est vrai qu'elle était très, très, très active et tous les gens qui ont travaillé avec Elisabeth savent qu'Elisabeth, elle était vraiment, comme on dit, une bête de travail. Bref, Elisabeth, bon repos. 13h19, on va quitter le sujet et on va parler de formation, puisque nous avons avec nous Madame Coutil, Céline, je cherchais le prénom, Céline Coutil, bonjour. Alors, dites-nous un petit peu de petits mots sur Next Level avant de passer même à la formation qui va être mise en place ces jours-ci. Très bien. Alors, Next Level, c'est un organisme de formation, comme je le disais. Nous sommes spécialisés dans les langues étrangères, anglais, espagnol, pardon. On ne fait pas encore le FLE, français langue étrangère, mais ça va pas tarder. Et en fait, nous sommes un organisme qui travaillons exclusivement avec les adultes. Alors, dans notre façon de fonctionner, nous travaillons sur du 100% distanciel. On s'adapte tous les jours d'ailleurs. Et donc, c'est en ce moment qu'on fait du distanciel ou vous l'avez toujours fait? Alors, en fait, le centre a été créé en plein confinement. Oui, d'accord. Vous êtes né dans le confinement. On est né dans le confinement. On a toujours espéré faire du présentiel, mais le distanciel s'est imposé. Et ça a très bien pris. L'avantage pour toutes les sociétés d'ailleurs qui s'adaptent et qui peuvent proposer une offre à distance, c'est qu'on travaille au-delà de notre territoire. Donc Next Level, nous avons une antenne ici en Guadeloupe, une antenne à Miami et des partenaires à Londres, à Cuba. Voilà. Alors comment ça se passe concrètement si les gens qui vous écoutent et qui veulent justement entrer en connexion, on va dire, avec Next Level? Alors en fait, sur simple appel téléphonique, vous nous contactez, on va programmer, on va d'abord écouter votre besoin, vos attentes, adapter votre formation parce que notre force c'est le sur-mesure. Donc on fait beaucoup de formations individuelles et quand, comme c'est le cas bientôt, on a des formations en groupe, on s'assure que les membres du groupe ne sont pas plus de 5 et que ce sont des groupes de même niveau. Donc on ne fait pas de multiniveau parce qu'on trouve que c'est inefficace quand on veut se reconnecter à la langue. Et quand on est adulte, on a déjà eu pas mal de désaventures de déboires avec l'anglais. Mais Mme Coutil, ça veut dire que vous prenez les gens qui ont peu de connaissances en anglais ou que des débutants ou de grands débutants ou des gens qui veulent se perfectionner? Alors, dans notre secteur d'activité, il y a une échelle, il y a des niveaux et on travaille avec des personnes qui sont niveau très 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 débutants, qui n'ont jamais eu ou qui n'ont plus aucun souvenir de ce qu'ils ont fait à l'école. Donc on a des personnes qui veulent, qui sont déterminées, qui sont volontaires et de tout âge, c'est très important de le signaler, et qui sont débutants de chez débutants. La formation dure combien de temps en moyenne? C'est-à-dire vous prenez quelqu'un un débutant de très bas niveau, combien de temps il faut pour le transformer
quelqu'un qui est fluent, comme on dit? Fluent, il faut beaucoup de pratique. Alors, un niveau débutant, il faut au moins déjà 3 bons mois parce qu'on a des outils et des techniques de travail qui nous permettent, quand la personne est assidue, en 3 mois, de lui permettre de pouvoir passer à un niveau où il se présente, il sait dire où il habite, il sait parler de son environnement. Il peut aller à Miami et se faire comprendre. Il peut aller à Miami et se faire comprendre. Oui. Donc là, ce sera une formation intensive pendant les 3 mois. Mais oui, c'est vrai qu'on a des programmes d'immersion qui ont beaucoup de succès et qui permettent à nos participants, on a des participants dans le secteur, dans le public comme dans le privé, qui vont, alors on en a un là d'ailleurs qui revient aujourd'hui de Miami et qui font comme ça des sessions, des stages. Ah, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le télétravail, préparation, voilà. Et puis après il y a l'immersion. Il y a l'immersion. Alors dans l'immersion, on a On choisit les pays ou bien comment ça se passe? C'est nous qui vous proposons une sélection d'universités partenaires avec lesquelles on travaille sur tout le continent américain en fait. Donc Miami, New York, Los Angeles, Boston. Et on est en cours de signature de partenariat avec d'autres États. Et donc, sur la période d'immersion, ce qu'on souhaite à toutes les personnes qui veulent faire de l'immersion, c'est une période où ils sont à l'école, le matin, et une période où ils vivent... Quelle durée à peu près? De 8h à 11h. Non, mais la durée de l'immersion. Alors, c'est à partir d'une semaine. Une semaine, voilà. À partir d'une semaine? Oui. Une semaine. Et les plus grandes immersions que nous avons déjà à notre actif sont de 6 mois. On a un jeune qui part en immersion, qui est attendu par ma collègue à Miami le 15 janvier, si je me trompe pas. Oui, dans quelques jours. Oui. Et donc, cette formation qui est faite avec Pôle emploi, concrètement, ça va coûter combien aux gens qui sont intéressés? Alors en fait, là, Pôle emploi nous a fait confiance sur un dispositif. Alors ce dispositif, c'est un dispositif sur plusieurs modules et l'anglais fait partie d'un de ces modules. Oui. Donc le Pôle emploi finance entièrement la formation, donc elle est gratuite et elle est rémunérée pour les demandeurs d'emploi. Alors dans ce dispositif, nous travaillons avec un autre centre de formation qui s'appelle Ressources et Développement. Nous sommes 2 à avoir accès à ce dispositif et on accompagne tous les demandeurs d'emploi qui sont porteurs de projets, qui sont créateurs ou qui vont créer leur société. Et nous, notre spécificité à Next Level, c'est toutes ces personnes qui qui ont besoin de l'anglais pour travailler. Alors, soit depuis la Guadeloupe, qui ont des partenaires à l'étranger et l'anglais devient un frein, ou qui doivent se déplacer pour pouvoir démarcher des clients ou des fournisseurs et l'anglais reste un frein. Donc, le Pôle emploi permet aux demandeurs d'emploi d'avoir accès à ces formations. Alors, sous inscription, ça va se passer sur inscription. C'est-à-dire les gens qui vous écoutent en ce moment. Il faut qu'ils m'appellent. Ils vous appellent, il y a un numéro. Oui, je vous le communique, c'est un portable, le 73 51 17, donc le 06 90 73 51 17. Oui. Et donc on prend en compte la demande, on prend en compte le besoin, on écoute le projet et on voit. La demande se fait en français ou en anglais? La demande va se faire en français. Des fois on est un peu tricky. Oui. On va glisser quelques mots en anglais, mais non. Juste tester un petit peu. Oui, parce qu'en fait, il y a une deuxième phase après cet entretien de découverte du besoin du porteur de projet ou du créateur d'entreprise en devenir. Et il y a une deuxième phase après cette découverte du besoin où on va vraiment tester son niveau, c'est-à-dire savoir à l'écrit, au parler, speaking et à l'oral. Qu'est-ce qu'il doit, comment il se débrouille, quoi? Quelles sont ses bases? Et là, on constitue les groupes de niveau. Et ça démarre quand cette formation? Alors, nous avons une session qui démarre le 17 janvier. Oui. Le Pôle emploi a souhaité que les modules soient denses. Donc, sur ce dispositif, les modules durent 2 semaines et demie à 3 semaines. Et ensuite, le parcours, c'est si la personne est porteur de projet ou doit créer son entreprise, il peut aller sur un autre module, création d'entreprise, digitale, etc., pour pouvoir parfaire sa préparation à la création d'entreprise. Et vous avez eu de bons retours?
Alors actuellement, nous avons une session qui est en cours. Oui. Justement, ma collègue Anne-Love qui aurait dû être sur le plateau est en pleine session de travail avec les demandeurs d'emploi. Oui, elle est en cours en ce moment. Et on a d'excellents retours. C'est-à-dire que les personnes qui... alors, qu'elles soient sur cette session, qu'elles soient porteurs ou pas de projet, parce qu'on a accepté les demandeurs d'emploi qui voulaient carrément... qui avaient besoin de l'anglais pour leur projet professionnel, peut-être pour accéder à une promotion ou pouvoir... mais pas accéder à une promotion, mais postuler un poste qui nécessite de l'anglais. Nous avons de très bons retours. Les personnes sont satisfaites du format, du rythme, parce que c'est important. Et pour le coup, nous avons bien fait nos tests de niveau, puisque les personnes sont exactement dans le bon groupe. Et la cadence, au fur et à mesure, la magie opère. Il y aura suffisamment de place pour les demandeurs? Oui, puisque nous faisons des groupes de 5 personnes. Donc, pour le moment, nous avons... il nous reste 10 places de disponibles. Mais seulement 10 places, oui. Bon, 10 portez-moi make it snappy ou bien... Oui, vraiment. Hein. Donc, sur la session du 17 janvier, il reste encore 10 places sur l'anglais. Et si vous voulez des renseignements sur les autres modules de ce parcours, alors, ce n'est pas obligé de prendre tous les modules, mais les modules ne sont pas concomitants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire en même temps. Donc, si vous voulez, vous êtes demandeur d'emploi, vous avez un projet, vous souhaitez créer une société, mais vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir vous passer à l'action. Tout ce qu'il faut pour passer à l'action, vous pouvez m'appeler au 73 51 17. Et pour l'espagnol, c'est pas encore d'actualité? C'est vrai que Pôle emploi, notre correspondant au Pôle emploi nous a demandé est-ce que pour l'espagnol, on peut faire une formation de ce type, parce que la demande est là. Enfin, en tout cas, il se pose la question, mais c'est vrai que l'anglais, c'est la langue des affaires, c'est la langue business language. Voilà. Donc, on va se concentrer sur l'anglais dans un premier temps, même si l'espagnol, c'est possible. Et pourquoi pas, alors là, je m'avance un peu, mais pourquoi pas accompagner les demandeurs d'emploi au-delà de cette première session de 3 semaines, en fonction des dispositifs que le Pôle emploi pourrait mettre à leur disposition. Mais écoutez, on vous remercie. On rappelle le numéro de téléphone 0690 75 51... 73. Ah, 73, pardon. 73 51 17. On tombe sur Céline. Directement sur moi. Sur Céline. Et donc, vous inscrivez. Il reste 10 places. On profite pour faire un petit coucou à Guylaine, qui doit nous regarder en ce moment depuis Miami. Elle nous regarde depuis Miami. Elle est en vol pour la Nouvelle-Orléans. Ah, elle part pour la Nouvelle-Orléans. Pour la Nouvelle-Orléans. Toujours qu'à bouger. J'espère que je n'ai pas fait un impair. Mais elle nous regarde en ce moment en direct. Enfin, je ne sais pas où elle est en transit là en ce moment. Oui, là où elle est, elle nous capte en tout cas. Elle est connectée. Salut Guylaine, merci en tout cas, c'est une courtine d'être venue dire ça. Et je rappelle avec donc plaisir. Aux gens qui sont intéressés et qui ont un projet vis-à-vis de l'anglais, profitez, c'est gratuit. Et c'est rémunéré. Et c'est rémunéré. Non, c'est gratuit et rémunéré. Oui, tout à fait. C'est vraiment c'est le cadeau de bonne année, début d'année. 13h, quand on prend la deuxième pause, on se retrouve tout à l'heure avec Madame Armelle Vertino, avec elle on va parler de cinéma, puisqu'elle est médaille d'or pour un film documentaire qu'elle a fait sur la période actuelle. C'est tout à l'heure, après les promos. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h36. Dans un instant, on sera en direct de Rikou. La situation est particulière, mais d'abord, on va saluer Madame Armelle Vertino. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Elle est cinéaste, elle vient de remporter un prix pour un film. Vous pouvez nous dire 2 petits mots avant qu'on reparte en direct? Oui, il s'agit d'un film qui a été présenté au concours régional de France au mois d'avril. Oui. Et donc j'ai obtenu le prix spécifique. Et ce film, c'est un projet commun pour l'humanité. D'accord. Voilà. Nous sommes en direct avec Michel de Pape qui est à Rikou. Michel, bien bonjour. Bonjour, alors, qu'est-ce qu'a fait exactement? Nous, qu'est-ce qu'a des images là? Qu'est-ce qu'a fait là exactement? Alors, un vidéo, comme l'habitude, c'est ni un nouveau flash info de Pape. Mais là, nous, à Rikou, on peut constater qu'il y a un véhicule de police. Voilà. Et nous, arrivons, on peut constater qu'il y a une mobilisation et chemin là barré. Elle va pas l'aide. Voilà. Les forces de l'ordre, sur les côtés. Ouais. Bon, alors. Oui, collectif là aussi. On va voir les membres là, donc. On va voir les forces de l'autre.
Et voilà, on voit que la semaine là, il signifie qu'il est bloqué. Et bien, voilà. Oui, il y a qu'à montrer au Libyen. Ouais. C'est qu'il y a un symbolique. Ouais, c'est un petit barrage symbolique. Ouais. Voilà. Mais voilà. Ni Rikou, ou quoi voir que tout le monde a l'entour à bâtiment là. Ouais. Et là, quand tu vois l'entour, effectivement. Là, quand tu vois l'entour, c'est bien l'entour, devant, derrière, sur les côtés. Ok. Est-ce qu'il y a un monde qui peut dire des petits mots pour nous là, pour nous savoir exactement ce qu'il y a fait? Donc, nous allons rapprocher nous de ces gens-là, peut-être envie de dire peut-être les porte-parole. Alors, Sandro, bonjour. Bien, bonjour. Alors, c'est Sandro, nous en fonction. Sandro, bien, bonjour. Sandro, c'est secrétaire adjoint à l'UDSGTG au CHU. Voilà. Nous en direct sur Canal 10 et vers Zandroni dans les oreillettes, c'est un nous pas l'habitude de faire, mais peut-être qu'il y a une question à poser au départ aussi. Alors expliquez-moi, je dis là, pourquoi ça là? Ben nous là, parce que ça fait depuis septembre que nous en mobilisation au CHU, nous en bref au CHU. Et quand même depuis le mois de juillet que nous en mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Et je dis jour nous là par rapport au fait que ça va faire au moins pour certains 2 mois, pour certains 3 mois, qu'ils n'ont pas touché salaire à eux. Oui. Ils sont là parce qu'ils sont là, pété. Ok. Combien de temps ils n'ont pas touché salaire? 3 mois pour certains, 2 mois pour d'autres. Et ni ça aussi, ils ont fait des réclamations de salaire, disant qu'ils peuvent recevoir salaire en trop. Donc, les gens qui ont négatif ces fiches de paye à eux. Alors, à cas quand même qu'avec les suspensions, nous des gens, ils ont été mutuels à eux, sécurité sociale, pas ni salaire, pas même accès à boîte mail à CHU là. Donc on pas ni pour information. Pourtant sont salariés au CHU, mais ils pas ni pour information. Et donc ça très raide pour on parle aussi à personnel là qui ni si moun à nourrir, d'accord, qui ni si moun à nourrir, qui ni loyer à payer, qui ni traite à payer et vous voyez les fêtes passer, Noël passer, à quoi penser que si moun à moun parce que depuis mauvais fêtes que déjà passé en vie à eux et même pour le nouvel an. Alors, Zandroni, est-ce qu'on a en question pour M. Sandro? Bon matin, nous avons une conférence de presse en direct à Périn. Là, c'est une deuxième action dans la même journée là. Qu'est-ce qu'on a pensé faire pour les jours qui viennent? Parce que les gens ont posé des questions, les gens ont dit est-ce qu'il y a barrage, est-ce qu'il y a point, etc. Qui sont les décatements pour les jours qui viennent? Alors, il a posé la question. Qu'est-ce qui a passé dans les prochains jours, puisqu'il y a été une conférence de presse là, président Zola, actuellement là. Qu'est-ce qui a passé? Est-ce qu'il y a un barrage? Est-ce qu'il y a un blocage les prochains jours? Vous savez, nous toujours dit ça, hein, tant que nous n'avons pas de gain de cause, nous pouvons continuer la mobilisation. Nous. Alors ça qui vous fait, qui fait, et comme on a dit, nous là, je dis là, parce qu'on ne peut pas suspendre des gens qui ne sont des gens qui n'ont pas fait rien, et quand répéter encore qu'ils n'ont pas fait rien, en sachant qu'en France, il y a créé des gens qui ont Covid pour venir travailler, des gens qui ne sont pas même vaccinés pour venir travailler. Alors nous savons très bien que ça qu'on fait là, ça n'a rien de sanitaire, c'est un butin pour l'argent, pour continuer à faire ça qu'on fait là. Et ça nous a dit que nous pouvons arrêter. Donc si côté long, pas payer nous, mais nous pouvons venir là tous les jours. Nous pouvons là tous les jours, nous pouvons bouger là, nous pouvons travailler ici dedans, tant qu'ils ne pas payer nous. Côté long, on dit dans là? Oui, on pense qu'il y a dit dans là. Et ils ont demandé l'audience? Mais depuis le temps là, nous avons demandé par l'éveil. Nous venons là aussi pour demander par l'éveil. Comme il a joué au Timal, comme il a joué, il a fait comme si c'est qui nomme, qui monde, il faut venir parler avec nous. Comme il nomme méchant, il faut venir parler avec nous. Zandroni, souvenez aux questions? Posé là, comme pour qu'on ait une négociation à ça, mais hier, au niveau de l'Assemblée nationale française, il dit pas que ce vaccinal là, il y a un gens différé. Qu'est-ce que vous pensez des dispositions là ça?
Alors, l'Assemblée générale hier dit comme ça que le passe vaccinal là, il n'y a pas différé. L'Assemblée générale française. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé des décisions là, ça, des différés? Déjà, on a pensé que yo même bien, mais il avait habité à passe vaccinal parce que si vous avez un vaccin qui est marché à 100%, vous avez on valait. Mais le fait qu'on ait un vaccin qui n'est pas marché à 100%, c'est-à-dire que les gens qui sont vaccinés attrapent le Covid, les gens qui ne sont pas vaccinés attrapent le Covid aussi. Donc nous avons le même point là. Et les gens qui sont non vaccinés, et les gens qui sont non vaccinés, ont retrouvé en réanimation aussi. Nous regardons ce qu'il a fait là, Sandro. Nous regardons ce qu'il a fait là. Habite la vieille qui genre. Habite la vieille qui genre. Ah ben bien, tranquille. Bien. Oui. Qu'est-ce qui passe là, un vrai monde levé? Concrètement pas ça, hein. Nous sommes nous bout, hein. Nous mobiliser. Voilà, les camarades expliquer également sans sa mobilisation de matin là, c'est bien évidemment nous chercher l'argent nous, hein, puisqu'on a rappelé qu'on ne peut pas tranquillement se rien dans le bureau à signer par affaire, alors qu'on a des centaines de travailleurs qui ne pas toucher l'argent, qui recevoir des fiches de paie vers zéro, qui recevoir au mois de novembre fiches de paie vers 0 €, voire moins de 100, moins de 1000 €. Et je là, il faut continuer comme ça, nous pas de fiches de paie, nous pas de sécurité sociale, nous pas de pension de retraite, nous pas de mutuelle, nous pas de rien. Et je pense qu'il m'a saisi dans le bureau, on peut comprendre nos limites dans la bêtise, dans la connerie, nos limites dans la sauvagerie. Et donc de ces jours-là, les camarades qui sont à l'hôpital, qui sont suspendus, viennent chercher l'argent à côté là. Et pour bien signifier côté là, ils peuvent serein dans le bureau, ils peuvent tranquille dans le bureau, alors que mon en difficulté, mon en détresse familiale, sociale, professionnelle, et tout ça pour question de vaccin qui joue là encore, hein. Ça a établi de moins en moins, de plus en plus ça a établi que nous avons un véritable problème à ces vaccins-là. Non seulement il ne peuvent pas protéger, deuxièmement il a tué toutes les forces immunitaires naturelles là. Donc résultat, nous avons trouvé dans une situation. Là, les soins pas sur l'hôpital là, les personnes en détresse qui en donc on est en train de tuer l'hôpital, on est en train de tuer les soins, on est en train de tuer les petits en activité sanitaire qui sont censées la population là. Donc là nous debout. Quand nous debout depuis ce qui des mois à rappeler, hein. Mais compte tenu encore une fois de sauvagerie à disposition là, nous décidons effectivement là, venir devant le bureau directeur là, évidemment il camouflé, il protégé par un armateur de garde du corps. Ça décale tout là, mais Zadonis il y a une petite question bah. Nous avons un petit dispositif à sécurité à directeur là. Alors Zadonis la question. Une médiation qui pouvait voir. Non, pas de médiation, de toute façon, nous ne pouvons pas les bébés encore. Hein. C'est clair, hein? On ne peut pas nier autant sauvagerie vis-à-vis des gens, encore une fois, qui a assuré depuis tantôt l'obligation qui a été vis-à-vis des métiers ailleurs, hein? Depuis tantôt sans moyens, sans personnel, sans matériel, avec l'argent ailleurs même, ils ont investi l'argent ailleurs pour des balades manger en l'air. Je ne vais pas dire comme ça pour un vaccin, on va fioler. On va avoir des fiches de faire à 0 €. Des pères et des mères de famille qui ont rappelé qu'ils ont 20-30 ans d'ancienneté, les jeunes qui ont commencé à travailler au CHU, qui ont posé une question naturellement si vaccin-là, qui a été interrogé aussi personnellement ce vaccin-là. Donc nous avons tout comprendre. Nous avons tout comprendre que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Nous avons bien posé, nous avons bien parlé, nous avons bien discuté. Chose là, nous avons ça côté là, mais pas tranquille, serein. Alors que nous avons des difficultés. Ça simple. Ça tranquille. Ça tranquille. Alors, moi, dernière question, par rapport à ça, Sandro dit-moi, il dit qu'il y a une idée de l'hôpital en France qui a réintégré des gens. Nous déjà tant d'informations là, ça, mais est-ce qu'on peut avoir non assez l'hôpital là, ça, et région là aussi? On ne peut pas parler non aujourd'hui là, le mémoire n'a pas dit ça, mais nous savons l'eau établissement en France aujourd'hui là, par rapport à Covid là, par rapport au fait que Patini soignant pour soigner les gens, ils ont décidé encore une fois assurer continuité des soins. Continuité des soins, c'est quoi? C'est effectivement que le matériel, qu'il y a un équipement, mais qu'il y a un personnel. C'est l'établissement, c'est l'établissement. Les parents s'habitent à pas forcément. On a rappelé qu'en Martinique, jusqu'à présent, il n'y a pas de suspendre pour le monde. On a rappelé qu'en Guyane, jusqu'à présent, il n'y a pas de suspendre pour le monde. En Martinique, il n'y a pas de suspendre pour le monde. Suspendre pour le monde. Il y a jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre pour faire, c'est à l'air qu'on a commencé à recevoir des lettres de mise en demeure. À leur fesse. La question que moi, j'ai envie de poser, c'est pourquoi Martinique, c'est à présent qu'on a commencé à recevoir courrier, alors que si de mémoire au bonne, c'est depuis octobre. Octobre, c'est à parce qu'à côté là, on sont soldats zélés. Ils sont fonctionnaires zélés. Et ça, ils m'ont dit
il fait appliquer la loi sans discernement. Alors que ne serait-ce que ça, la loi même, t'es qu'à prévoir. Dans les 3 jours, quoi, sur la suspension, chaque monde pour savoir effectivement qui position est par rapport à l'obligation vaccinale. Il n'a pas fait. Non seulement il n'a pas fait, ni monde qui doit congé, ni monde qui a un congé maladie, ni qui a un accident de travail. Tous ces gens-là, ça est trouvé sans salaire. Sans salaire, alors que ça aussi, c'est des droits que les gens tiennent. Donc, son sauvage qui est appliqué au CHU, et a pas au CHU seulement, Bastet, c'est même bitin là. À l'hôpital psychiatrique Saint-Claude, c'est même bitin là. On a 3 établissements publics en Guadeloupe qui décident de faire le soldat zélé et font le choix personnel là. On doit tout comprendre que là, on va nous savoir que ça est passé dans d'autres pays, en France, par rapport à rappel à ces gens-là qui étaient suspendus là. Annulation des suspensions qui fait. Ça nous croit que ça est passé en Martinique en Guyane. On doit tout comprendre, ça c'est une décision volontaire. On fait un choix que nous disons mettre en place. Alors, quel que soit ce président, la loi ou pas la loi, comment fait-il qu'à l'EFS, cet établissement français du sang, qui sont des établissements nationaux, crédit personnel, il n'y a pas qu'à suspendre parce qu'il y a pour assurer continuité de service de soins en matière de collecte et de distribution de sang. Qui ont président à le droit qui est en face avec nous là, direction à le droit, président du conseil d'administration là, malgré pression là, il reste qu'à faire il y a dire comme ça que pour le moment, il ne peut faire rien. Dans l'autre clinique en Guadeloupe, notamment cet établissement privé, il y a dire par rapport à l'obligation qu'on utilise d'assurer continuité des soins, là aussi, il y a suspendre, il y a voir qui j'ai appliqué une telle décision. Il n'y a pas dit, c'est effectivement, même si c'est obligatoire, mais par rapport à la continuité des soins, par rapport à droit à les malades, par rapport également à l'humanité, même à les mondes d'inhumanité de telle décision, vis-à-vis des personnels soignants, vis-à-vis des pompiers, vis-à-vis des gens qui travaillent dans cet établissement conservatif handicapé, on doit tout comprendre que on doit être un petit bon discernement. C'est dans ce sens-là que l'État a décidé de reporter à 2 reprises, disposition à ça pour reporter également. Voilà. Ben, Michel, nous que bout pour qu'on est là. Excusez-moi, parce que nous on dirait que nous en lettre. Dernière question là, ça veut dire que vous avez dit bout là, mais dis nous en 2 mots, hein, Gabi. Est-ce que ça veut dire que vous avez dit bout là? Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Pas de choix. 2 mois et demi, nous ne pas payer. Ou quoi tout comprendre que nous pouvons rester là tranquillement. À si on peut grève, qu'à garder directement comment on descend. De toute façon. Ça nous garantit encore une fois, c'est que qualité des soins, ça y a resté, les qualités des soins au CHU. Nous ne sommes pas touchés du tout, même si je dis là, on voit bien observer que avec disposition qu'on prend, nous pouvons mettre en danger les malades. Nous pouvons mettre en danger les malades, non seulement, et en plus, nous pouvons rappeler qu'on y a une vague Covid, là, soi-disant, que Guadeloupe a créé, avec quantité de touristes qui débarquent en Guadeloupe, vous pouvez tout comprendre que par rapport à la vague à Covid là, qui est là, si pas ni soignants, si pas ni l'hôpital, si pas ni matériel, si pas ni équipement, vous pouvez tout comprendre que Covid là, ça répétait bon et puis mon terre. Et c'est justement pour ça nous mobilisons là, pour non seulement assurer donc reprise, réaffectation dans ce service à nous qui pas fait rien, ok, nous pas fait rien qui existe sur une telle décision violente. Deuxièmement, nous avons réclamé que vous payez nous tout salaire nous avec première indemnité qui éveille. Et bien évidemment, on a dit également, nous n'y encore une fois à voir qui gens. Et là, c'est la responsabilité à les élus, à l'État posé, c'est qui gens qui a assuré à dans CHU continuité des soins en pleine période Covid, avec autant de monde qui part travailler. Non seulement des gens qui sont suspendus, en plus, paquet de monde là qui malade parce qu'ils ont angoissé, parce qu'ils ont harcelé, parce qu'ils ont carrément cassé en tête à eux. Merci. Eh bien voilà, Danick, qui a retenu. Ben voilà, donc en direct de l'hôpital de Rikou, effectivement, on a vu donc les salariés qui ne sont pas payés en ce moment et qui ont des difficultés. On a entendu leur point de vue, notamment ça dit. Et donc, effectivement, Boutla qui dit à partir de peut-être ces jours-là, ça, puisque tu as une conférence de presse. Bon matin là, pour les nouvellistes. Et là, il y a Rikou, et c'est des gens qui ne sont pas touchés depuis le mois de novembre, décembre. Ils n'ont pas fait ni Noël ni jour de l'an. Et on a supposé que Boutla arrête pour ces Guadeloupéens là, ça. Peut-être qu'il y a un mouvement de solidarité qui est fait. 13h51. Nous avons quitté Rikou pour qu'on y est là. Nous avons ouvert un projet commun pour de l'humanité. Et nous avons comme invité Mme Vertino. Alors, Mme Vertino, expliquez-nous un peu, c'est quoi ce film que vous avez fait, ce documentaire? C'est un film exigé, demandé par la Fédération française de cinéma vidéo. Oui. En fait, en tant que professionnel de l'image, moi, je m'amusais à rassembler les images pour les archives, etc. Et la Fédération française de cinéma m'a interpellée. Ils m'ont demandé de faire un film pour une télévision française. Oui. Un film court-métrage que j'ai fait. Et quelques jours après, ils m'ont réclamé un film
pour pouvoir participer au festival Méliès. D'accord. Alors j'ai beaucoup hésité parce que je n'avais pas préparé. Nous étions au confinement, donc on ne pouvait pas se déplacer pour ni interpeller les acteurs, ni chercher du monde. Alors moi j'ai décidé dans ma tête de faire un film de réalité. Un film de réalité, c'est-à-dire tout ce que j'avais moi personnellement collectionné comme image pour mes archives personnelles, j'ai décidé de faire un montage logique avec. D'accord. Et c'est dans ce sens que j'ai présenté un film documentaire de réalité. Et quand j'ai terminé... Qui dure combien de temps 20 minutes. Et quand c'était la durée exigée par la fédération. Oui. Il ne fallait pas dépasser 20 minutes. Donc, quand j'ai fait travailler sur mon montage, il a fallu que je mette quand même des acteurs, des gens pour participer. Et j'ai aussi réfléchi sur la réalité de la vie, qui je pourrais mettre, qui représente réellement ce qui se passe. Oui. Alors moi, je pensais à RCI. RCI qui donnait régulièrement la parole à la population, oui, qui était dans la réalité de la chose. J'ai aussi pensé à toi, Zandonis, parce que tu es dans le film. Oui. Et je me suis dit, qui se bat régulièrement pour pouvoir obtenir des informations? C'est vrai qu'il y a plusieurs médias, mais je n'ai pas visé les médias. Oui. J'ai visé l'homme. Les hommes qui ont l'habitude de mener des combats terribles dans n'importe quelle circonstance, oui, et qui sont présents. Et j'ai pensé à toi. Merci. Et c'est pour cette raison que je t'ai appelé pour te demander d'intervenir. On va voir quelques images. Et ce n'est pas sans difficulté, puisqu'en fait, avec tous les gens que j'ai interpellés, j'ai eu des difficultés. Et personne n'a accepté spontanément. Même toi, tu es parti à Vieux-Bourmont dans l'eau de Pet-Chimère. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés pour pouvoir. C'est un véritable combat, ce film. Oui. Il a obtenu le meilleur prix. Il y avait du meilleur film documentaire de réalité de 2021 et médaille d'or du concours régional du court-métrage d'Île-de-France. Oui, mais je ne reviens pas moi-même parce qu'en fait, ce film, c'est un combat. C'est souffrance. Oui. C'est souffrance. J'ai souffert pour le faire. Et ça a été un combat. Il y avait 31 films au concours. Il y avait un seul prix. C'est le prix spécifique du meilleur film documentaire. Oui. Et c'est moi qui l'ai pris. Ah ben, bravo. Bravo pour Armel, vraiment, pour le film-là, on fait là. Et donc, il va être présenté quand ce film en public? Eh bien, il sera présenté vendredi. Oui. Vendredi, la remise, comme nous avons eu la médaille d'or attribuée par Ciné School, qui est une école nationale de cinéma audiovisuel là-bas. Donc, il y aura la médaille d'or qui sera attribuée à tous les acteurs, dont toi. Ah, je vois une médaille d'or aussi. Oui, j'aurai une médaille d'or. Ah, oui. Et donc, moi, j'aurai le trophée et le diplôme envoyé par la nationale. Oui. Et les médailles d'or, c'est pour les acteurs. D'accord. Donc, rendez-vous vendredi après-demain. Vendredi, à partir de 18h, au palais de la culture, aux Abîmes. Il n'y a que les invités des acteurs. Les acteurs sont invités à amener les personnes pour les accompagner. Mais que ça, le grand public n'est pas invité à cause du problème sanitaire. Mais alors, comment les gens verront ce film-là après? Par tout moyen. Parce qu'en fait, les experts de France ont analysé le film et ils ont estimé que c'est un film qui convenait tout à fait au collège et au lycée. Et que ce film devait être déposé à la Bibliothèque nationale de France. Ce qui a déjà été fait. Donc ce film doit rester à la disposition de la population. Donc toutes les bibliothèques de Guadeloupe devront s'en emparer et toutes les associations dans les quartiers. Bien. Bon, ben bravo, merci d'avoir pensé à nous, à moi pour ce film et d'autres personnes. Combien d'acteurs qu'il y a en fait? Il y a 14 acteurs, il y a beaucoup de figurants. Oui, mais il y a 14 acteurs principaux. Oui. Et donc, je voulais passer un message à ce sujet parce que le contrat de ville de Bemao met en place une formation sur l'image, cinéma, audiovisuel, son, etc. à partir du 18 janvier là. Et j'aimerais bien que les jeunes de Bemao s'emparent de ce projet gratuit qui est à leur disposition en téléphonant au 54 20 54, c'est un portable. 54 B54, donc tous les jeunes de Bemao qui sont intéressés par l'image, par la photo, par la caméra, par le son, par la réalisation, par le cinéma, la vidéo, inscrivez-vous à ce concours, tentez votre chance, n'entraînez pas.
Bien, ben merci. Il est 13h56. On va faire un dernier tour sur l'actualité. Rapidement, sur l'enterrement, les funérailles hier de M. Paul Dumurier. Paul Dumurier, c'était le père de notre ami Daniel Dumurier et d'autres frères et sœurs. Et son père est décédé la semaine dernière. Il avait 88 ans. On le connaissait comme militant socialiste de très longue date et de formation même de comptable. Quelques images de ces funérailles recueillies par Charlie Dagoyan. On regarde. Le silence du matin. Je suis dans la course gracieuse des magnifiques oiseaux qui volent. Je suis l'éclat des étoiles dans la nuit. Je suis dans chaque fleur qui s'épanouit. Je suis dans une pièce tranquille. Je suis dans chaque oiseau qui chante. Je suis dans chaque belle chose. Ne vous tenez pas devant ma tombe en pleurant. Je n'y suis pas. Je vis encore. Merci. Voilà, funérailles de Paul Dumurier. Très rapidement, l'interview de Maître Quartero sur le pass vaccinal en entreprise et le télétravail, puisque vous savez que le gouvernement français a décidé aujourd'hui au minimum 3 jours, voire 4 jours de télétravail pour les entreprises, pour favoriser freiner en France en tout cas la circulation du virus. Est-ce que c'est aussi valable pour la Guadeloupe? Réponse avec Maître Quartero, on regarde. Effectivement, on passe aujourd'hui du pass sanitaire au pass vaccinal, mais en fait, il a trait aux activités d'ores et déjà actées, que sont les spectacles, les restaurants, toutes les activités en salle fermée, les salons, etc. Mais ça ne touche pas l'entreprise. L'entreprise est concernée par autre chose, par les protocoles sanitaires qu'on applique déjà, mais qui deviennent plus contraignants, à savoir le port du masque en entreprise, la mise en place des gestes barrières, etc. Et éventuellement, il y a aussi un autre sujet qui apparaît, c'est le télétravail qui va être plus amplifié. Le gouvernement a décidé d'imposer 3 jours par semaine, alors avec une possibilité même d'étendre à 4 jours. Alors maintenant, bien évidemment, la ministre a précisé quand même qu'ils vont, dans le cadre des contrôles qui seront réalisés par l'inspection du travail, on demande du pragmatisme. Donc très concrètement, on sait que beaucoup de salariés n'en peuvent plus du télétravail, d'autres le revendiquent, le souhaitent, mais certains n'en peuvent plus, de rester isolés chez eux, etc., ont besoin du contact social. Donc, il y aura une étude au cas le cas, sachant que lorsqu'il y aura des contrôles, puisque des contrôles sont annoncés, je crois que la ministre a d'ores et déjà donné un nombre de contrôles pour la France, qu'elle soit métropolitaine ou en Guadeloupe. Donc, il y aura des contrôles. En revanche, la problématique sera qu'il y aura plus de l'information que de la sanction. Sachant que la sanction, quand même, elle est prévue et ce sera 1 000 € d'amende par salarié concerné. Toutes ces mesures qui sont prises, qui sont modifiées, qui changent régulièrement, on s'y perd un peu. C'est vrai qu'on parle souvent de l'obligation vaccinale, mais l'obligation vaccinale, elle ne concerne que le monde hospitalier ou les personnes qui sont en lien avec celui-ci, avec le monde hospitalier ou avec les personnes âgées, etc. Mais pour l'entreprise elle-même, il n'y aura pas d'obligation vaccinale qui sera mise en œuvre. Donc, effectivement, il y a cette crainte, et je le conçois parfaitement. Toutefois, ça n'est pas encore dans les tuyaux. Voilà, il est exactement 14 h. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons reçu en début de journal, comme hier, un nouvel élu. Je dis bien que nous avons choisi de donner la parole à certains maires de certaines communes qui ont été élus l'année dernière. Hier, c'était le maire de Petit-Bourg. Aujourd'hui, c'est Jules Otto, maire de la commune de Visabdian, qui s'est engagé à travailler en direction de la jeunesse de sa commune, surtout Tanni. Donc, les jeunes habitants, qui était si barragea, j'ai discuté avec lui, il lui-même dit que ça n'a pas toujours bien passé, mais il a espéré continuer le travail en direction à la jeunesse à pays vis-habitants. Et puis il a aussi expliqué qu'il souhaitait le meilleur vœu pour l'ensemble des Guadeloupéens. On a reçu ensuite Céline Courtier, la directrice responsable pédagogique formatrice certifiée. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une formation en langue anglaise offerte gratuitement donc par le Pôle emploi, et pour cela il reste 10 places seulement
0690 73 51 17, c'était en direct tout à l'heure. Et puis on vient de recevoir Madame Armelle Vertino, qui est cinéaste guadeloupéenne. Nous avons parlé de Lara, elle est en tant que documentariste, c'est déjà rattrapé un paquet prix. Et elle vient de recevoir un prix pour un projet commun de toute l'humanité, prix spécifique du meilleur film documentaire de réalité en 2021 et aussi la médaille d'or du concours régional du court-métrage d'Île-de-France offert par Ciné School. Ce film sera diffusé uniquement, c'est une chance pour nous, pour les gens qui ont participé à ce film, les acteurs, et pour la réalisatrice, ce sera vendredi à partir de quelle heure? 18h au Palais de la Culture Félix Moto. Et puis elle a aussi insisté beaucoup, Madame Vertino, sur ce stage de formation audiovisuelle pour les jeunes au niveau de Bumao. Et pour ça, il faut s'inscrire au 54 20 54. 54 20 54. On vous aura tout dit, qu'on aura dit qu'on a fait aussi un micro-trottoir sur le pass vaccinal. Nous voyons que le monde n'est pas tellement d'accord avec le pass vaccinal là. En France, même, il y aura ça, puisque l'Assemblée nationale française était soit commencé à discuter, était obligé d'arrêter. On a parlé de la formation des pêcheurs à l'aquaculture à Bornalo. C'est une décision importante. On a vu quelques extraits, quelques images de l'enterrement de Paul Dumurier, militant socialiste qui a disparu il y a quelques jours. Et c'était hier, ses funérailles. Ce matin, il est entré en terre. Et puis une interview de Maître Quartero sur le pass vaccinal en entreprise de télétravail. Et aussi, nous étions en direct de Rikou, où la situation commence à être compliquée, puisque, vous le savez, beaucoup de salariés du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre sont, depuis quelques semaines, 2 mois maintenant, sans salaire. Et là, ils ont monté à Rikou pour demander qu'est-ce a fait exactement, qui j'ai un payé, d'autant plus que sur cette question, ces salariés disent qu'ils n'ont commis aucune faute. Leur faute, c'est on leur reproche de ne pas être vaccinés, mais on dit toujours aussi que la liberté demeure. On va choisir ça, on voulait, il ne peut pas forcer, on fait ça, on pas envie fait. 14h03, la réalisation était assurée par Yann, avec le soutien de Sandy, comme tous les jours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL. Et Madame Amir Vertino nous a dit Kembered, la prochaine fois, nous pouvons parler, mais sans masse. Vous d'accord? Oui, absolument. Bien. J'espère qu'il n'y aura plus de corona, alors je sais sans masque. Ok, comme sans masque, vendredi en bas, parce que vous présentez le film là, il y avait masque là. Nous gagnons 14 ans celle-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve à partir de 12h30. Bonne journée à tout le monde et merci d'être avec nous, comme tous les jours.